Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici tout de suite les principaux titres. À l'Assemblée nationale s'est tenu un vif débat ce matin, un débat consacré aux questions au gouvernement. Et en Syrie, les Russes annoncent l'arrêt momentané des bombardements intensifs sur Alep. C'était donc les titres, merci à vous de nous rejoindre. Un vif débat s'est déroulé ce matin à l'Assemblée, une réunion, session plénière. La session était consacrée essentiellement aux questions au gouvernement. Et c'est dans un hémicycle où la quasi-totalité des parlementaires étaient présents, ainsi que les membres du gouvernement, que s'est tenue cette session dite questions au gouvernement. Ce débat a retransmis en direct à la télévision et à la radio nationale a reflété sans aucun doute la grande maturité de notre démocratie. Les parlementaires de toute affiliation et principalement de l'opposition ont pu questionner et interpeller les membres du gouvernement sur tous les aspects de la politique du gouvernement, que ce soit en matière de santé, de logement, d'éducation, de sécurité intérieure, de l'eau, bref, tous les aspects de notre vie politique a été passé au crible. C'était l'occasion également pour les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, de défendre la politique gouvernementale et de démontrer que le bilan de la politique prônée par le chef de l'État était globalement positif. Les différents responsables du département ministériel interpellés ont démontré, chiffres à l'appui, le bien fondé et la cohérence de la politique gouvernementale. Et ce débat, je vous le rappelle, qui a été retransmis en direct sur la radio et à la télévision nationale, vous sera rediffusé juste après cette édition de 15 heures et vous pourrez également le suivre ce soir sur la chaîne 1. En nouvelle nationale toujours, à la Chambre de commerce, une réunion de travail a eu lieu ce matin entre les opérateurs du secteur privé et une délégation d'hommes d'affaires turcs. Ces derniers ont entamé une visite de plusieurs jours dans le pays. Et peu avant cette réunion de travail élargie, la présidente par intérim de la Chambre de commerce, Magda Raymond Kubeş, a reçu la délégation d'hommes d'affaires turcs. Ces hommes d'affaires turcs représentaient plusieurs secteurs d'intervention. Ils avaient à leur tête un haut responsable du ministère turc de l'économie et des finances. Au cours de ces dernières années, plusieurs accords de partenariat et de coopération ont été signés entre les deux parties. La Turquie est considérée comme étant le 4e partenaire économique de Djibouti. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé les 5 millions de dollars et les produits concernés par ces échanges commerciaux touchent plusieurs secteurs, dans les matériaux de construction, l'alimentation générale, les pièces détachées des automobiles, les articles de décoration ou encore l'ameublement. L'ONG Action contre la faim et l'association PLA ont obtenu un financement de l'Agence française de développement pour mener conjointement un projet visant à renforcer l'expertise et les interventions de l'ACF dans les régions sud du pays pour combattre la malnutrition notamment. Outre le volet nutritionnel, ce projet comprend des interventions au niveau de l'assainissement et dans ce cadre, un atelier sur l'élaboration d'une stratégie de marketing social tournée vers les attentes des populations a eu lieu à la salle de conférence de Ben El Jedid. Cet atelier a regroupé une quarantaine de participants issus des organisations de la société civile. Une consultante internationale, Marion Santi, anime cet atelier, ayant pris part également Isabelle Yahouaï, directrice du bureau de l'ACF à Djibouti, Khader Hussein, responsable eau, assainissement et hygiène de l'ACF, et Waberi, vice-président de l'association PLA. Le tissu économique local, d'ancrer l'activité localement et de créer des emplois et d'avoir une activité pérenne qui permet d'améliorer l'assainissement pour les populations. Aujourd'hui, nous sommes dans cet atelier. C'est un atelier qui est dédié à la stratégie marketing de l'assainissement. C'est un concept assez nouveau, c'est un projet très novateur à Djibouti. C'est un projet qui est initialement exécuté dans 3 pays, à savoir Djibouti, Madagascar et N'Djamena et le Tchad.
Donc ce projet ACF est en partenariat avec une association locale, une ONG locale, association PLR. Dans le cadre de ce projet, nous avons fait une étude de marché qui s'est déroulée à Belbela dans différents quartiers. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter, pour faire une restitution de l'étude de marché et ensuite présenter la stratégie marketing qui en découle. En nouvelle nationale toujours, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly, le directeur des relations bilatérales, Yassine Doualé du ministère des Affaires étrangères et le KSI International School de Djibouti ont célébré ce matin la grande ouverture de la KSI International School of Djibouti. L'ambassadeur américain Tom Kelly et le directeur des relations bilatérales Yassine Doualé ainsi que plusieurs ambassadeurs tels que l'ambassadeur de la Palestine et de l'Éthiopie et le consul soudanais ainsi que le cofondateur de KSI, Jim Gibson, ont tous pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Ensuite, les invités ont visité les différentes classes et la bibliothèque de l'école qui possède une collection de 10 000 livres en langue anglaise. Et dans une allocution, cofondateur de QC, Jim Gibson, a remercié le gouvernement et l'ambassade américain pour leur soutien afin que cette école voie le jour. Jim Gibson a ajouté que cette école va contribuer à promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise. Et pour sa part, l'ambassadeur américain Tom Kelly a indiqué que le président Guelleh a appelé à un enseignement accru de la langue anglaise à Djibouti, surtout que la langue anglaise fait partie des langues internationales où nombreux de pays communiquent entre eux. L'organisation non gouvernementale Quality Schools International, plus connue sous l'acronyme QSI, offre une éducation de premier ordre avec 36 écoles dans 29 pays sur 5 continents. Comme leur président, de nombreux Djiboutiens reconnaissent l'importance de l'anglais pour le développement économique de Djibouti. Les pays avoisinants de Djibouti sont anglophones, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda par exemple, et la langue du commerce international est en anglais. Cette école offrira aux élèves djiboutiens les clés de la réussite. La nouvelle école offre un programme d'études américain en anglais et les enseignants sont tous des natifs anglophones. La Quality Schools International de Djibouti a ouvert ses portes le 24 août dernier et propose des cours de niveau préscolaire à la 8e année. Et à présent, je vous propose d'écouter l'intervention du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Yassine Doualé. Une première qu'on a maintenant à Djibouti, une école américaine qui s'installe à Djibouti. Comme vient de le dire aussi l'ambassadeur, c'est pour les familles qui ne sont pas francophones d'origine, une sorte de soulagement de savoir que maintenant à Djibouti, il existe une école de qualité qui peut dispenser un enseignement de qualité en langue anglaise. Donc de ce côté-là, c'est une manière de rendre en quelque sorte plus attractif Djibouti parce que de plus en plus, comme nous envisageons d'être un hub commercial, il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui viennent d'un peu partout de par le monde et qui ne sont pas francophones, qui sont plutôt anglophones ou qui parlent arabe mais qui également comprennent l'anglais. Donc c'est pour eux un soulagement de savoir que maintenant il y a cette école et que donc beaucoup de gens qualifiés, expérimentés, qui ont envie d'investir à Djibouti, de faire beaucoup de choses à Djibouti, peuvent maintenant dire on peut venir avec nos familles ici, on peut rester plus longtemps que ce que nous avions prévu. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de l'élaboration d'une politique visant à planifier les espacements de naissance et préserver la santé de la mère et de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population, le FUNIAP, a initié des rencontres avec les décideurs politiques et les responsables des différents départements ministériels pour plaider cette cause. Ces rencontres ont démarré hier et se poursuivront jusqu'au 20 octobre prochain. Et cette rencontre visant à formuler une politique nationale en matière de planification familiale a permis de présenter l'ébauche de la stratégie à suivre. Et ce premier document a été largement commenté et enrichi par les interventions des différents ministres, le but recherché étant, à travers la planification des naissances et la sauvegarde de la santé maternelle et infantile, étant d'initier également une démarche participative. C'est à travers cette action collective et multisectorielle que des bons résultats peuvent être obtenus. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Irak, l'offensive sur la ville de Mossoul, la seconde ville du pays, a été quelque peu ralentie. L'avancée des combattants se fait de plus en plus difficile. Au deuxième jour de l'offensive sur Mossoul, les Kurdes arrivent par l'Est. L'objectif n'est
plus qu'une vingtaine de kilomètres. La progression est difficile en raison de nombreux pièges laissés par les djihadistes. Plus de 25 000 soldats sont mobilisés pour cette opération qui pourrait durer des semaines, voire des mois. Des habitants des périmètres les plus proches de la ligne de front ont commencé à gagner le centre-ville. Les djihadistes les empêchent de quitter la ville. La rapidité devrait être l'élément clé de cette opération. Le plus tôt sera le mieux pour éviter un exode humanitaire ou des complications dont personne n'a besoin, a déclaré le leader kurde Koshiyar Zebari. Mossoul n'est pas totalement encerclé. Au nord-ouest subsiste un corridor d'accès. Le Premier ministre irakien affirme qu'il est sécurisé pour permettre la sortie des civils. Il pourrait aussi être emprunté par les djihadistes pour gagner Raqqa, leur capitale en Syrie. Et justement, en Syrie, les Russes ont annoncé l'arrêt momentané de leurs frappes aériennes, mais seulement pour 8 heures, afin d'inciter les populations civiles à sortir et nullement de permettre l'entrée des aides humanitaires ou de l'évacuation des blessés. Bombardements sur Alep. La Russie et le régime syrien ont suspendu leur raid aérien sur Alep 2 jours avant une trêve dite humanitaire de 8 heures pour faciliter, soi-disant, la livraison de l'aide dans la ville. Ce que refutent les agences des Nations Unies qui déclarent de temps insuffisant. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a expliqué que l'arrêt des bombardements était destiné à permettre aux rebelles et aux habitants de quitter Alep. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, nous allons bien sûr passer à l'appel à la prière d'Al-Asr. Et juste après, nous allons retrouver le focus de Samatar. Pour ce focus de cet après-midi avec Samatar Sarid. Bonjour Samatar. Bonjour Mohamed. Donc nous allons parler dans ce premier volet de ce focus du Libéria où un seul candidat est admis à l'université cette année. Oui, effectivement, Ahmed, le nom d'Armstrong est l'une des diverses conversations au Libéria ces derniers jours. C'est le seul candidat libérien admis cette année au baccalauréat des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest sur un total de 42 000 postulants. L'examen est simultanément organisé au Libéria, au Nigeria, en Sierra Leone et en Gambie. Réagissons à ce résultat. La présidente libérienne Ellen Johnson a qualifié le système éducatif de son pays de gâchis. Le système éducatif du Libéria souffre en effet des conséquences d'une grande guerre civile. Les écoles sont sous-équipées, tandis que les enseignants ne sont pas toujours suffisamment qualifiés. Ajoutez à cela le manque d'enthousiasme des élèves interrogés. Les élèves et uniques bachelier libérien de cette année a déclaré en substance que les étudiants libériens ne sont pas moins intelligents que les autres étudiants d'Afrique de l'Ouest. Il est considéré sans succès comme une motivation pour ses camarades. Et dans ce second volet de ce focus, nous allons parler ce matin de sport, notamment de Ligue des Champions, où Monaco a arraché le nul sur le fil. Alors là, c'est une surprise. En Ligue des Champions, le CSKA Moscou a fait match nul à domicile contre l'AS Monaco. L'Ivoirien Lassina Traoré a ouvert le score pour les Moscovites en premier temps. Les Monégasques ont égalisé en toute fin de match grâce au Portugais Bernardo Silva. Au classement, les joueurs de la Principauté sont leaders du groupe E devant Tottenham qui a concédé le match nul à Leverkusen. Moscou est bon dernier. Et le Real de Madrid gagne sans surprise. Dans le groupe F, on s'attendait. Le Real de Madrid a largement dominé le Legia Varsovie 5-1. Le Gallois Gareth Bale a ouvert le score au quart d'heure du jeu. Les Polonais ont ensuite inscrit 2 buts, le premier contre leur camp, le second sur penalty. Asensio, Vasquez et Morata ont marqué après la pause. Pour les Madriens, qui sont co-leaders de ce groupe, derrière le Borussia Dortmund, qui s'est imposé 2-1 sur le terrain du Sporting Portugal. Et Leicester, toujours invaincu sur son terrain. Dans le groupe G, Leicester a battu sans mal le FC Copenhague grâce à un but de l'international algérien Riyad Mahrez. 3e victoire, autant de matchs pour les champions anglais en titre qui disputent leur première Ligue des Champions. Ce sont les confortables leaders de cette poule. Dans l'autre match, le club Bruges a perdu en fin de match contre le FC Porto. Les Belges n'ont toujours pas inscrit le moindre point dans cette Ligue des Champions. Merci Samatar pour toutes ces explications et précisions concernant la Champions League. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons à tous et à toutes de passer un excellent après-midi sur Télé Djibouti.